Radio J, un livre, un destin. Monique Ayoun, bonjour, merci d'être avec nous. Alors nous avons un invité ce matin, il s'agit de Jérôme Attal, qui est là pour son nouveau livre, L'âge des amours égoïstes, que je montre, paru chez Robert Laffont. Bonjour Jérôme Attal. Bonjour. Vous êtes écrivain, parolier, scénariste et également chanteur. Vous jonglez entre les arts et les genres. Mais vous êtes surtout un auteur prolixe et talentueux. J'ai eu un coup de cœur pour votre dernier roman, L'âge des amours égoïstes, aux éditions Robert Laffont. C'est une écriture à la fois poétique et drôle, toujours surprenante. L'histoire est celle de Nico, un garçon de 26 ans d'une extrême timidité qui va tomber fou amoureux de Laura, une jeune fille de son âge qui va s'avérer insaisissable. Et c'est le début pour lui d'un apprentissage et d'une traversée de Paris. Pour donner une idée de votre style, pouvez-vous nous lire la première page ? Ah oui, avec plaisir. Je précise qu'il s'agit d'une soirée de réveillon où le narrateur va rencontrer pour la première fois la fameuse Laura. Alors, à l'époque, je m'efforçais de retenir le prénom des gens qu'on me présentait. C'était la première prise d'un attachement, le début de la civilisation ou le commencement des emmerdes. Parfois, ça allait trop vite, 3-4 personnes à la suite, à un rythme étourdissant. Sarah, Frédéric, Léa, Ruby. Qui est Léa, déjà ? Les gens vous balançaient leurs prénoms comme des balles de tennis. Je me préparais à affronter des échanges embarrassants, aussi tristes et résignés qu'un poney dans le jardin du Luxembourg. Évidemment, les soirées de Nouvel An représentaient un défi de taille, surtout si j'accompagnais un ami à une fête sans connaître aucun des individus qui s'y trouvaient. Retenir un prénom était pour moi une forme d'élégance, l'entendre prononcer une source de volupté, car dans le cadeau de dévoiler son prénom, le son de la voix venait avec. Je ne connais rien de plus intime que le son de la voix, ou alors à égalité avec l'écriture et la nudité. Alors c'est très beau, je ne connais rien de plus intime que le son de la voix. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est une phrase qui m'a touchée. Est-ce que la voix, c'est l'âme d'une personne que vous inspire la voix ? Alors peut-être, mais surtout c'est terrible quand on relit son texte parce qu'on se dit « Ah, mais j'aurais dû mettre la virgule là » ou ce que j'ai fait en une ligne, j'aurais dû le faire en un paragraphe. Je trouve ça terrifiant, moi, à chaque fois de relire les textes. Nous, on est sous le charme. Ah, bah merci, merci. Absolument, oui. Voilà. Merci. Non, c'est le début, oui. Oui, je pense que la voix, c'est hyper important. Ici, à la radio, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais dans le voir, il y a la voix déjà. Le son d'une voix d'une femme que vous rencontrez pour la première fois, ça vous révèle beaucoup d'elle-même. Bah oui, parce que ça me révèle et parfois ça me réveille si les choses se passent bien. Donc la voix est très importante. Bien sûr. Alors, est-ce que le fait que vous soyez chanteur en même temps qu'écrivain, ça vous rend particulièrement sensible à la voix ? Ah oui, c'est une bonne question. Sans doute. En tout cas, je crois que dans la littérature, il y a déjà une musique. Moi, j'aime beaucoup Marguerite Duras. Chez Duras, il y a déjà une musique et il y a très peu d'écart entre sa voix parlée quand on l'entend dans les interviews et son écriture finalement quand on la lit. Et c'est ça qui est chouette. Si on arrive, je pense, à réduire la distance qu'on a entre notre voix parlée, notre flow, comme on dirait les jeunes aujourd'hui, entre notre flow et notre écriture, ça rend quelque chose, une œuvre musicale et assez intéressante, je pense. En fait, vous parlez de la sensualité de la voix. Oui, aussi. Oui. Alors, on ressent en vous, lisant, que l'adolescence est un âge très important, qui est toujours présent en vous, Jérôme Attal. Dans tous vos romans, il y a l'adolescence. Est-ce que vous êtes toujours un enfant, un adolescent ? Un éternel ado. Oui, un éternel adolescent. C'est justement ça, c'est l'éternel adolescent, c'est l'adolescence qu'on a en nous. Et effectivement, moi j'adore l'adolescence parce que c'est l'âge où on peut être bouleversé aussi par une œuvre artistique et les tempéraments artistiques gardent cette adolescence en elles et en eux tout le temps, parce que moi quand j'étais adolescent, la moindre chanson ou la moindre œuvre d'art ou le moindre film, le cinéma était très important, me bouleversait, j'avais une consommation et toujours aujourd'hui j'ai une consommation des chansons ou de la littérature comme un adolescent, c'est-à-dire que si j'aime un auteur, je vais aller acheter tous ses livres, si j'aime une chanson, je vais l'écouter en boucle, elle va me nourrir et elle va m'habiter et elle va être comme une barque dans le mouvement des jours pendant très longtemps.
Est-ce qu'il y a un livre, une chanson qui a vraiment marqué cette époque de l'adolescence? Ah, mais alors après on a des chansons, peut-être des plaisirs honteux dans l'adolescence. Non, mais moi c'était la grande époque de Michael Jackson quand j'étais adolescent. Ah, oui. Donc je pense que. Mais après, moi j'adore les Beatles. Et alors c'était pas ma génération, je suis venu après. Ah bah oui. Mais quand on commence à jouer un peu de guitare ou de piano, le répertoire des Beatles c'est génial. Et puis en français, il y avait Goldman, il y avait Renaud. C'était dingue. Goldman, Goldman, il nous montrait qu'on pouvait faire des chansons avec nos émotions de manière la plus simple possible et puis toucher le maximum de personnes. Et c'est ça qui est génial chez Jean Goldman. Et vous parlez davantage de musique alors marquante, mais les livres à l'époque c'était moins. Les livres c'est venu plus tard. L'autre jour je sortais d'une soirée littéraire avec une écrivaine qui s'appelle Stéphanie Hochet et elle me disait mais moi à 18 ans j'avais lu tout Proust et tout ça et moi à 18 ans j'avais lu que les Marvel. Mais strange un petit peu quand même. Voilà. Alors je vois, Lise, que vous êtes une connaisseuse. Oui, moi la BD ça me parle. Ouais. Mais dans les Marvel, il y a ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi des intrigues. Il y a des intrigues amoureuses, il y a une construction du récit. Donc je pense que toute la littérature aujourd'hui, les jeunes lisent beaucoup de mangas, mais même dans le manga, il y a aussi des intrigues amoureuses, une construction du récit. Donc toute lecture est bonne, je pense. Et moi, je suis venu au livre très tard, vers 18-19 ans, quand j'ai découvert Duras, Salinger, Fitzgerald, Dostoïevski. Et je suis venu au livre un peu sur le tard. Alors Jérôme Attal, votre roman, c'est l'histoire, je rappelle le titre, L'âge des amours égoïstes, c'est l'histoire d'une errance et d'un questionnement. Votre narrateur, Nico, est chanteur dans un groupe. Il est aussi étudiant en histoire de l'art. Il est à la croisée des chemins. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Je sais que vous aussi, vous avez été chanteur. Vous avez aussi été... est-ce que Nico, c'est vous, quand vous aviez son âge? Et est-ce que vous aviez aussi cette errance? Vous étiez aussi perdu que le. Oui, alors c'est une errance éclairée, c'est pas une errance mortifère, mais j'avais envie de travailler sur cet âge quand on est en dernière année de fac et qu'on voit tous ses amis partir dans des directions, des trajectoires bien établies, que ce soit sentimentales ou professionnelles. Et lui, il a pas forcément de vocation et il a pas envie tout de suite d'aller dans un travail ou d'aller dans un couple et de changer de vie. Et donc il est dans cette dernière année de fac, il voit des gens de 18-19 ans arriver qu'il trouve plus jeunes, plus performants que lui aussi en musique et voilà, il sait pas où aller et il travaille sur un mémoire sur Francis Bacon et Vincent Van Gogh et il a pour prétexte une expo de Bacon tous les 6 mois pour retarder l'échéance de montrer son mémoire. Il gagne du temps, il essaye de gagner du temps et il rencontre une fille qui s'appelle Laura, il en tombe éperdument amoureux. Oui. Et ce qu'il accepte pour lui-même, c'est-à-dire de ne pas choisir, là, dans son histoire d'amour, il aimerait que cette fille ne le choisisse lui et que lui. Et là, ça va être vraiment cette contradiction de l'amour et le combat finalement de l'amour courtois contre non pas l'amour poli, mais le polyamour en quelque sorte. Et ce roman est très autobiographique. Pourquoi maintenant avoir envie de parler de ce jeune homme de 26 ans ? Alors en fait, moi Vous avez écrit une dizaine de livres. Oui, déjà. Mais en tant que lecteur, en général, c'est le premier roman où on parle. Le premier était comme ça aussi, et il s'appelait L'amoureux en lambeaux. C'était aussi comme ça. Non, en tant que lecteur, moi j'aime qu'il n'y ait pas de distance entre la personne qui écrit et ce qui est raconté. C'est pour ça que j'adore Marguerite Duras, j'adore Fitzgerald, j'adore Salinger. Oui. C'est un goût en tant que lecteur, et donc alors peut-être c'est parce que j'écris des chansons aussi qui sont assez personnels, comme un chanteur qui écrit peut écrire des choses qui le touchent. Romain Gary. Ou Romain Gary, sur leur vie. Ils ont toujours écrit sur leur vie. Que ce soit la promesse de l'aube ou dans les derniers livres, je crois que c'est Les Arcs-en-Ciel qui est un truc incroyable où il recrée une espèce d'amour idyllique avec Jean Seberg. Non, c'est très beau, Romain Gary. Mais effectivement, moi j'aime ces gens-là qui mettent très peu de distance entre les émotions qu'ils ont au moment où ils vont écrire et puis les livres qui vont sortir. Est-ce que vous avez compris ce que vous a fait devenir écrivain ?
Ah, mais non, je suis tout le temps en fait, j'ai tout le temps l'impression de balbutier dans l'écriture. C'est comme je vous disais, quand je relis un texte, j'ai envie de tout changer. Je suis toujours insatisfait de mes livres. C'est pour ça que j'en fais toujours un autre après. J'ai l'impression que, et comme j'ai pas un immense succès, j'ai suffisamment de succès pour. Bon, quand même, on vous connaît, hein. Non, oui. J'ai suffisamment de succès pour avoir des lectrices et des lecteurs qui me suivent, mais je ne suis pas prisonnier d'un succès. Donc j'ai toujours l'impression que le succès est demain. Et donc je suis toujours en train de travailler, de m'améliorer. J'ai toujours l'impression que c'est demain que je serai écrivain. Alors vous êtes écrivain. Ouais, j'écris des chansons, j'écris des romans, voilà. Et vous chantez toujours? Et alors je prépare un disque là, mais super. Mais j'ai pas chanté depuis 2005, donc c'est très longtemps. On se fera un plaisir de vous recevoir avec sur plaisir, Radio J. C'est gentil. Alors, on va parler de Paris. Votre roman est aussi une traversée de Paris. Ouais. On se balade sans cesse dans les rues de Paris, de la Bastille à Montparnasse, à la Contrescarpe. Votre narrateur traque les signes dans Paris comme il y a des chasseurs d'orage. C'est votre expression. Ah, d'accord. C'est beau, il a dit. Ah, pardon, mais parce que je me souvenais plus. Okay. Donc, non, je crois que c'était vous qui... Non, c'est vous. Okay. Vous êtes un grand amoureux de Paris ? Oui. J'aime Paris. En tant que territoire, j'adore l'idée de pouvoir me perdre dans mes idées alors que je connais parfaitement les rues de Paris. J'adore l'idée que pour arriver à un même itinéraire, à un même endroit, il y a plusieurs itinéraires. On peut prendre, si on a envie de voir du monde, on prend la rue Mouffetard. Si on a envie de voir personne, on prend la rue Tournefort. Oui, c'est vrai. C'est un quartier qu'on connaît bien. C'est pour ça que je me suis reconnue dans ce livre. Oui. Et puis j'aime le hasard dans les rues de Paris. Pourquoi je vais prendre telle rue et je vais rencontrer telle personne que j'ai pas vue depuis longtemps ou telle personne qui va m'éblouir. J'aime le romanesque des rues de Paris. Alors il y a beaucoup de nostalgie aussi quand vous parlez de Paris. Vous n'aimez pas que Paris change autant. Et j'ai relevé un passage qui m'a personnellement beaucoup touchée. Notamment parce qu'il se passe à la Contrescarpe. Il y a une très belle phrase de Baudelaire. Je crois que c'est la ville change, hélas, moins souvent que le cœur d'un homme. Donc, plus souvent que le cœur d'un homme. Plus souvent que le cœur d'un homme. Je connais pas la citation exacte. C'était déjà le cas à l'époque, ouais. alors. Ce n'est pas nouveau. Ouais. Alors, c'est un mail ou une lettre qu'une jeune fille envoie au narrateur. J'ai encore pensé à toi ce matin en allant au Mouffetard pour le petit déjeuner. Tout a changé. Les propriétaires d'abord et puis beaucoup de choses avec. Ça s'est fait très vite. Ils avaient fermé le café pour 15 jours. On pensait que c'était juste pour les vacances. Rien n'a été dit. Ça s'est fait sans tapage, pas de mots solennels, rien. Et je n'en savais rien. Ça m'a beaucoup touchée. Depuis 5 ans, le café était comme inébranlable pour moi, comme la colonne vertébrale du quartier et de nos années étudiantes. C'est un lieu que j'ai aimé, où j'ai été enracinée et que j'ai perdu maintenant. C'est toi qui m'as fait découvrir ce café. Quand tous les étudiants se contentaient de peupler les établissements sans charme du métro Censier, c'est toi qui as dit « Ne restons pas là, allons explorer plus loin dans la vie de village joyeuse et apaisante du bas de la rue Mouffetard, à 5 minutes de là où s'agglutinent les autres. Ce café est tout de suite devenu notre repère. » Ouais. Alors c'est chouette. J'aime ces étudiants qui font des cafés, des repères ou des lieux. Je trouve ça, ce qui régénère Paris en fait d'année en année, c'est les étudiants qui débarquent des 4 coins de la France à chaque saison et qui s'échappent de leur enfance et qui découvrent la liberté, qui découvrent Paris. C'est ça la vraie vitalité de Paris, c'est ces étudiants, les jeunes, c'est la jeunesse qui arrive. Oui. Mais avant, on travaillait beaucoup dans les cafés. Est-ce que les cafés, vous, sont toujours vos repères ? Est-ce que vous aimez écrire dans les cafés, par exemple ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Alors moins, parce que je vieillis un peu, donc j'ai besoin de mon confort. Et puis je suis toujours sur les routes avec mes livres, donc c'est un peu compliqué de trouver. Mais j'essaye de trouver des refuges de temps en temps quand même. Dans les cafés ? Oui. Ou ailleurs. Oui, c'est un quartier qui nous parle. Oui, qui nous parle parce que pendant longtemps, la radio Judaïque FM était juste à côté de la rue Tournefort, de la rue Mouffetard. Okay. Et donc on avait des repères dans les cafés. Voilà, très beau quartier, oui. Vraiment. Alors on va... Vas-y Monique. Oui. Jérôme Attal, on va parler de votre parcours. Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse ? Oui, très. J'ai eu une enfance très heureuse. Et alors évidemment... déroulée où ? À la fois dans les Yvelines, principalement, voilà, près de Villaines-sur-Seine et de Vernouillet, par là, le domaine de Marsaval, pour être précis. Non, j'ai eu une enfance très heureuse et
Et puis, comme toutes les enfances heureuses, elle est un peu loin. C'est un peu un paradis perdu aujourd'hui, parce que j'ai perdu mes parents et j'étais fils unique en plus, donc je suis le seul témoin de mon enfance. Et donc c'est un peu un paradis perdu. Et c'est pour ça que j'aime les écrivains comme Vladimir Nabokov, par exemple, qui ont une enfance aussi comme ça, qui a un paradis perdu et qu'ils essayent de recréer dans leurs livres. Il y a un passage très émouvant dans votre livre, L'âge des amoureux égoïstes, un passage très émouvant sur le père. Le père qui est un peu perdu dans son monde, qui accumule, qui est perdu après la séparation d'avec la mère. J'aime cette idée père perdu. Père perdu. C'est peut-être que... Ouais. Et c'est un très beau passage, il est très émouvant, le père. Oui. Oui. Ah oui, on m'en parle souvent. Et alors, comme on m'en parle beaucoup, je regrette de l'avoir esquissé, mais c'est pas lui le sujet principal du livre. Et puis le livre se déroule vraiment sur une année. Donc on le voit apparaître et disparaître et puis réapparaître. Peut-être pour le prochain, il sera le sujet central. On verra je ne sais pas. Mais en tout cas, le cœur de ce livre était quand même l'histoire d'amour. Et c'est ce qui m'intéresse principalement quand j'écris. Oui. Donc voilà, mais on m'en parle beaucoup de ce personnage. Est-ce que dans la maison de vos parents, il y avait des livres ? Je crois que c'était une éducation un peu au siècle dernier. Donc mes parents étaient abonnés à France Loisirs, des choses comme ça. Ah oui, il y avait bien sûr. Et il y avait beaucoup d'auteurs qu'on ne lit plus aujourd'hui, des auteurs des années 50, un peu comme Jean Giraudoux, Hervé Bazin. Et vous avez lu dès votre jeune âge ? Non, oui, j'ai lu Charlie et les chocolateries de Roald Dahl. Ah là là, oui. Et ce qui m'a permis de faire. Monument. Et quand je fais des romans jeunesse aujourd'hui, j'ai vraiment Jacques Prévert. J'essaye de faire un cocktail harmonieux entre Jacques Prévert et Roald Dahl, et c'est ce qui me plaît. Alors, L'âge des amours égoïstes, c'est, vous l'avez dit, un roman sur l'amour impossible, sur l'amour, la passion. C'est la grande affaire de votre vie. Vous avez l'art de la décrire et vous la dépeignez si bien, cette passion, qu'on la ressent de l'intérieur en même temps que votre narrateur. Et on se dit, comment peut-on ainsi aimer jusqu'à la folie et finir par un jour par ne plus ressentir ? Et est-ce que on a l'impression que votre héros passe de l'adolescence à l'âge adulte le jour où il parvient à mettre à distance cette passion. Ah oui, c'est très chouette, c'est une très belle lecture. Mais c'est ça que vous avez voulu dire. Peut-être. Moi, j'écris dans le ressenti après, mais je trouve que c'est une très belle version de ce livre. Mais oui, vous avez raison. Alors votre roman est un très poétique roman d'apprentissage. Et avant de nous quitter, j'aimerais juste dire deux mots sur un autre livre. Car le temps file. Une petite éloge du baiser, un livre fantaisiste, très charmant. Petit éloge du baiser. Ce sont des textes drôles et poétiques sur le baiser sous toutes ses formes, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, ce que l'on ne donne pas, ce que l'on fantasme. C'est un livre original, gourmand, un petit bijou et un cadeau d'anniversaire à faire Ou pour la fête des mères, ça va être super. Ah oui, vous pensez à tout. C'est aux éditions Les Pérégrines. Voilà. Les Pérégrines, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Attal. Quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci beaucoup, Monique. Et merci. On se retrouve très très vite. Merci beaucoup. Merci, à bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci, Jérôme. Merci.